La rétrospective Ingmar Bergman, en ce moment même au Festival de La Rochelle, nous a donné envie de résumer la prestigieuse carrière du cinéaste suédois, dont on fête cette année le centenaire de sa naissance, en 9 minutes chrono. Ingmar Bergman est né il y a 100 ans donc, en Suède. Il a commencé comme metteur en scène de théâtre, avant d'intégrer comme scénariste un grand studio de cinéma suédois. Il réalise son premier film, Crise, en 1946, qui lance sa carrière. Une carrière riche d'une 40aine de films, couronnée d'un ours d'or au Festival de Berlin, de 3 Oscars du meilleur film étranger à Hollywood, et enfin pour l'ensemble de sa carrière, d'une Palme des Palmes au Festival de Cannes. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, on trouve dans le cinéma de Bergman une troupe de comédiens fidèles, entre autres Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Bibi Andersson, ou Liv Ullmann et Max von Sydow. Mais à part ça, eh bien en près de 60 ans de carrière, Ingmar Bergman a ausculté. Non pas la grande histoire, puisque à l'image de Liv Ullmann dans Persona, ces personnages se sont souvent détournés des drames de l'actualité, mais Ingmar Bergman a plutôt ausculté les êtres, par exemple leur foi mystique qui s'étiole, comme dans les communiants, mais aussi leurs relations de couple qui périclitent, comme dans Scènes de la vie conjugale, ou encore leurs relations familiales qui se désagrègent, comme pour les sœurs de Cris et chuchotements. Le cinéma de Bergman est donc celui de l'intime, de l'introspection et du repli sur soi, un cinéma du trouble où les crises identitaires sont nombreuses et le plus souvent synthétisées par cette image caractéristique qui traverse tous ses films, de Sonate d'automne à Cris et chuchotements, du silence à De la vie des marionnettes, en passant par Persona d'un côté comme de l'autre. Du ville bli mor. Ce cinéma du resserrement et de l'enfermement s'accompagne également d'une caractéristique géographique typique de son cinéma, puisque la grande ville chez Bergman, peuplée, frénétique et anxiogène, est à fuir, et pourquoi pas en bateau, pour mieux se retrouver sur une île, comme celle de Faro, qui a accueilli tant de fictions bergmaniennes, à commencer par Persona. Une île comme un monde clos, propice à l'introspection et au questionnement, redoublée par des maisons, là aussi comme des huis clos, dans lesquels se perdent les personnages comme dans l'heure du loup, jusqu'à l'enfermement de la chambre psychiatrique, si présente dans son cinéma, dans En présence d'un clown, dans Persona, ou dans De la vie des marionnettes. Enfin, ce repli sur soi, qui débouche parfois sur la folie, s'accompagne également chez Bergman d'un resserrement cinématographique, ses films multipliant les gros plans de visage, jusqu'à l'asphyxie, comme dans l'heure du loup, des gros plans de visage dont le trouble est souvent redoublé par des regards caméra parmi les plus célèbres de l'histoire du cinéma, allongés d'un côté ou allongés de l'autre, jusqu'au célèbre regard caméra inattendu d'Harriet Andersson dans Monica, un regard caméra que Bergman a d'ailleurs refait 3 ans plus tard, fumé à l'appui, dans Rêve de femme. Mais à part ça, eh bien, autre grande thématique bergmanienne, les affres de la création. C'est le peintre de l'heure du loup, bientôt hanté par ses démons, ou c'est le cinéaste en crise dans En présence d'un clown, qui veut réaliser coûte que coûte un film sur Schubert. Mais la figure artistique privilégiée de Bergman est le musicien, une professeure tatillonne dès son premier film Crise, 1, 2, 3, 4. 2 violonistes dans Vers la joie, 2 violoncellistes dans Sarabande, ou encore une pianiste de renom, Ingrid Bergman, et sa fille moins douée dans Sonate d'automne. Et puis la musique classique, si présente chez Bergman, par exemple Schumann en ouverture de Fanny et Alexandre, ou Mozart évidemment, dans La flûte enchantée. Mais Bergman a surtout cité Jean-Sébastien Bach, écouté à la radio dans Persona, ou écouté à la radio dans Le silence, du Bach qui rythme des yeux qui se ferment dans Cris et chuchotements, du Bach qui rythme des yeux qui se rouvrent dans Sarabande. Mais encore, eh bien le théâtre, l'autre pratique artistique qui traverse les films de Bergman, a commencé par Après la répétition, qui suit la relation entre un metteur en scène et une comédienne après la répétition. Avstånd och ängslighet.
mais c'est en fait toute l'œuvre de Bergman qui est spectacle, scène de théâtre, public et coulisses, de Sourire d'une nuit d'été à La nuit des forains, en passant par le spectacle de Noël de Fanny Alexandre, les cabarets de L'œuf du serpent, les spectacles de danse de Jeux d'été, ou l'opéra miniature de L'heure du loup. Du coup, corrélation logique, le cinéma de Bergman célèbre toujours les puissances du faux, puisque chez lui, tout est postiche, maquillage et masque, tout est automate, marionnette et poupée, tout est rêve, mensonge et fantasme. Une instabilité du réel qui nous fait d'ailleurs penser que le cinéma de Bergman est assez proche d'un certain cinéma fantastique, puisque ses films sont peuplés de fantômes, comme dans Fanny et Alexandre, de morts-vivants, comme dans ce même Fanny et Alexandre, ou de vampires, comme dans Persona. Un cinéma où la mort est parfois personnifiée, comme dans Le Septième Sceau, ou dans En présence d'un clown, avec un clown très Stephen King. Sinon, la scène de cauchemar des fraises sauvages nous fait penser à L'Exorciste, avec cet homme au chapeau très Magritte, mais aussi à L'échelle de Jacob, avec ce visage impossible, ou encore à Carrie, avec cette main d'outre-tombe. Mais ce n'est pas tout. Cette scène de mur et de murmure dans À travers le miroir nous fait penser à La maison du diable de Robert Wise. Cette scène d'angoisse dans un train de rêve de femme nous évoque Le sang des innocents de Dario Argento. Tout comme cette scène fantasme dans L'heure du loup, qui peut renvoyer au voisin intrusif de Rosemary's Baby ou du locataire de Polanski. Enfin, Stanley Kubrick dans Shining n'a jamais caché s'être inspiré des délires infanticides de L'heure du loup. Et Wes Craven, dans La dernière maison sur la gauche, s'est encore moins caché s'être inspiré du meurtre et du tour du destin de La source. C'est que l'œuvre de Bergman est l'une des plus influentes de l'histoire du cinéma et a traversé les générations. On regarde Les fraises sauvages à la télévision dans La meilleure façon de marcher. On va voir en salle Le Septième Sceau dans Last Action Hero. Et on vole des photos de Monica dans Les 400 coups de Truffaut. Sinon, Jean-Luc Godard s'est souvenu lui aussi de Monica en emmenant ses deux personnages de Pierrot le Fou sur l'île de Porquerolles. Andrei Tarkovsky a lui aussi marché sur les terres bergmaniennes en posant sa caméra sur une île suédoise dans Le Sacrifice. Sans oublier David Lynch qui s'est souvenu des troubles identitaires de Persona au moment d'imaginer Mulholland Drive. Ou Woody Allen qui s'est connu a souvent payé sa dette au cinéma de Bergman, ce qui se voit entre autres dans Guerre et Amour. Enfin, même David Jacobs a avoué s'être inspiré de scènes de la vie conjugale pour concevoir la série Dallas, ce qui nous donnerait presque des envies de Ricut. Mais le compteur tourne et nous n'avons plus beaucoup de temps, alors accélérons un peu. Ingmar Bergman a une couleur préférée, et cela se voit dans Fanny Alexandre, dans De la vie des marionnettes, dans Une passion ou dans Cris et chuchotements, sans oublier les fondus au rouge dans ce même Cris et chuchotements. À part ça, Bergman aime les plans de nuages, et pas qu'un peu. Il aime les jeux de lumière en forêt, et pas qu'un peu. Sans parler des personnages filmés à l'envers, et pas qu'un peu. Enfin, le cinéma d'Ingmar Bergman contient certains des rapprochements parmi les plus beaux de l'histoire du cinéma. Une flamme d'allumette entre deux êtres dans L'heure du loup. Deux corps nus dans la blancheur infinie dans De la vie des marionnettes. Une caresse rythmée par le bruit de l'eau dans Monica. Et enfin, un baiser hors champ du bout des pieds dans Jeux d'été. Voilà, Ingmar Bergman, c'est tout cela, et beaucoup, beaucoup plus, mais tout de même une toute dernière chose, car Ingmar Bergman, c'est aussi pour nous une certaine idée de l'émerveillement, celui de l'enfant, encore innocent, avant que tout ne se fane, se désagrège et périclite, la fascination d'un enfant pour la neige qui tombe sur une forêt meurtrie, dans La source, ou la fascination d'un enfant pour un spectacle de guerre irréel dans Le silence, mais aussi l'enchantement artistique pour une représentation de l'hymne à la joie dans Vers la joie, ou de la flûte enchantée dans La flûte enchantée,
Et puis la fascination d'un enfant pour un théâtre de marionnettes à animer dans Fanny et Alexandre. Et enfin la fascination d'un enfant pour un visage écran à caresser dans Persona.